certain regard, une émission au service de l'écologie et de la transition énergétique. Un certain regard, émission présentée et animée par Christophe Normier. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Virly. Notre entretien aura pour thème l'intermittence. La question posée sera celle de savoir si celle-ci impacte la production d'énergie. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Marie Virly. Jean-Marie Virly est maire de son village bourguignon, un village de plus de 800 habitants. Jean-Marie, aujourd'hui, parle en tant que scientifique, enseignant-chercheur. Parce que l'énergie est un secteur économique de première importance qui comprend la production, le transport, la transformation, la distribution et la commercialisation de diverses sources d'énergie, Jean-Marie a décidé de mettre son expertise au service de l'analyse des enjeux de la production d'énergie. Le débat sur les énergies renouvelables est très présent dans la société. Est-ce parce que ces énergies impactent le paysage en France ou bien parce qu'elles auraient un impact sur la santé? Ou comme nous en débattons avec Jean-Marie, parce qu'avant tout, elles ne peuvent être qu'intermittentes. Alors, Jean-Marie Virly, pourquoi parle-t-on de gaz lorsque l'on évoque la production d'électricité éolienne? Tout simplement parce que les éoliennes ne produisent que lorsqu'elles tournent, et elles ne tournent tout simplement que lorsqu'elles sont entraînées par le vent. Or, chacun sait que le vent, de temps en temps, il y en a, de temps en temps, il n'y en a pas. Si bien que les éoliennes ne produisent pas en permanence. Et de plus, il faut un vent suffisamment fort pour les entraîner. Donc lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien, il faut trouver un autre moyen de production. Et de plus, il faut que ce moyen de production soit ce qu'on appelle pilotable, c'est-à-dire qu'il a la capacité de pouvoir l'actionner suffisamment rapidement pour que les consommateurs puissent disposer de l'électricité dont ils ont besoin à chaque instant. Or, aujourd'hui, la meilleure solution pour avoir des solutions de centrales pilotables, eh bien, sont les centrales à gaz. C'est pour ça que l'on dit que lorsque on installe des éoliennes, il faut pouvoir disposer également de centrales à gaz. Vous dites que l'on a besoin de centrales à gaz, mais nous savons que l'énergie nucléaire est aussi une énergie pilotable. Alors pourquoi, dans ce registre de complément d'électricité à fournir à celle de l'éolien, pourquoi ne recourt-on pas au nucléaire? D'abord parce que il nous faut pouvoir produire la quantité d'électricité dont on a besoin, donc il faut pouvoir disposer de nucléaire, d'où le débat sur la quantité de centrales dont doit disposer la France. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit relatif, ce qu'on appelle pilotable, c'est-à-dire la capacité à pouvoir produire immédiatement. Donc lorsque le vent tombe, et il tombe, le vent étant intermittent et surtout aléatoire malheureusement, eh bien il faut avoir la capacité de produire immédiatement dans un temps qui correspond à quelques minutes, c'est-à-dire une trentaine de minutes, au maximum 1 heure. Or nos grosses centrales, ont une inertie tellement importante qu'on ne peut pas répondre à cette affaire. En réalité, je vous coupe la parole, Monsieur Virly. Donc, si je comprends bien, en réalité, nous devrions parler de la filière de production gaz éolien. Tout à fait. Tout simplement parce qu'en France, on n'a pas d'autre solution, de centrales pilotables autres que l'hydraulique et le gaz. Or, comme dans l'hydraulique, on est limité, on n'a plus la capacité à installer de grands barrages, eh bien, il ne reste plus que le gaz. Alors aujourd'hui, en France, celle-ci compte 9000 éoliennes. 9000 éoliennes, mais le gouvernement a décidé de doubler le parc en place. Ça signifie que l'on va avoir besoin de centrales au gaz, mais combien de centrales vont-elles être nécessaires? Alors, c'est une question à laquelle il faut prendre 2 minutes pour répondre, simplement parce que dans la presse et dans ce qui se dit autour de nous, on fait beaucoup de confusion. Alors, l'idée est toute simple, c'est de dire quel est l'objectif que l'on se donne. Si on se donne un objectif d'autonomie en France, c'est-à-dire d'avoir en France la capacité de produire la quantité d'électricité dont on a besoin à chaque instant, c'est ce qu'on appellerait l'indépendance. Eh bien, on voit bien que on va avoir besoin de cette énergie pilotable au même niveau qu'on dispose d'énergie dite intermittente à gaz ou gaz éolien, comme vous venez de le citer. Si maintenant on se pose une deuxième question qui consiste à dire l'objectif, c'est pas celui-là, l'objectif c'est d'avoir la capacité de pouvoir produire en France la quantité d'électricité dont on en a besoin lorsque le pic est au son maximum, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pic
pic de consommation qui arrive 3-4 fois par an et qui doit permettre de pouvoir bénéficier d'électricité même lorsque la consommation est importante. Alors là, il va falloir mettre en place une capacité de production qui correspond à ce pic maximum, qui bien évidemment n'est pas atteint toute l'année. Si dans cette construction de pic maximum, vous mettez un certain nombre d'énergies intermittentes, on comprend bien que si au moment où vous avez le pic, il n'y a pas de vent, eh bien évidemment vous êtes dans une situation impossible. Donc il vous faudra... Oui. Combien de machines, combien de centrales au gaz? Autant que en termes d'énergie, en termes de puissance, autant que vous avez d'éoliennes. Au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut doubler largement la capacité que l'on a aujourd'hui et de construire des centrales à gaz à hauteur de la production d'éoliennes ou de production intermittente. Pour faire simple, si je comprends bien, aucune énergie intermittente ne permet donc de garantir le passage des pointes de consommation. Absolument. Et c'est très facile à comprendre parce que ça veut dire que si vous n'avez pas de vent le jour où il y a une pointe de consommation, ce qui arrive en général, parce que les pointes de consommation, c'est lorsqu'il gèle très fort, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de chauffage. En général, il n'y a pas beaucoup de vent, sinon aucun vent. Donc, vous êtes obligé d'avoir la quantité de puissance nécessaire. Alors, le deuxième aspect, qui est un aspect trompeur, qu'on trouve dans la presse, c'est la différence entre la puissance dont je viens de vous dire, c'est-à-dire la capacité que vous avez à produire une quantité d'électricité à un instant donné, et puis l'énergie qui est autre chose, c'est-à-dire la puissance que vous avez pendant un temps donné. Or aujourd'hui, dans les discours qu'on entend autour de nous, on mélange puissance et énergie, ce qui fait que quand vous parlez d'énergie, vous glissez sur le temps et vous n'êtes plus dans l'instantané, c'est-à-dire ce que vous venez de nous dire en termes de pic de consommation. Ce n'est pas parce que vous avez une quantité d'énergie potentielle suffisante sur un temps donné que vous êtes capable de passer le pic de puissance à un moment donné. Pardon, je vous coupe, mais c'est là encore, en fait, ce que l'on entend comme critique sur ces énergies dites renouvelables et intermittentes, c'est qu'en termes de capacité à servir la pointe, on estime que l'ensemble de la puissance installée n'est en réalité disponible qu'à hauteur de 1% de ce qui est installé pour être capable de franchir la pointe. Absolument. Très bien. Une dernière question. Quel est l'impact finalement de ce choix de l'éolien sur le bilan carbone? C'est une grande discussion sur laquelle à nouveau on entend beaucoup de choses différentes. La certitude aujourd'hui, c'est que quasi la totalité des scientifiques et même au-delà se pose la question du bilan carbone des éoliennes. Et pour répondre à cette question, il faut bien évidemment s'intéresser à la totalité du cycle de vie d'une éolienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez disposer d'une éolienne pour produire de l'électricité dans nos campagnes, il faut bien évidemment pouvoir installer ces machines sur place. Mais ces machines, d'où viennent-elles? Elles viennent tout simplement de l'extraction de minerais. Lesquels minerais, on va les travailler pour pouvoir en faire des pièces mécaniques qui vont correspondre à construire ces éoliennes. Mais pour faire ces pièces mécaniques, il va falloir des machines. Comme il nous faudra des machines pour extraire le minerai, comme il nous faudra des machines pour transporter ces pièces mécaniques sur place, comme il nous faudra des machines pour entretenir toutes ces machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisation de toutes ces machines et la construction de toutes ces machines va produire du CO2. Donc quand on fait le bilan d'une éolienne du point de vue CO2, il faut tenir compte de toutes ces productions de CO2 tout au cours du cycle de vie. Et je ne parle pas là, bien évidemment, parce qu'il faut rajouter, en fin de vie, le recyclage de tous ces matériaux qui, à nouveau, vont demander des machines, toute une stratégie et tout un recyclage qui va produire de CO2. Monsieur Vierly, quand vous expliquez cela, ça signifie que lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est un abus de langage, puisque cela laisse entendre que tout est gratuit, qu'on prend le vent et rien d'autre. Mais en réalité, tout ce processus de construction, de préparation, de construction, puis ensuite de démantèlement va être un énorme consommateur de CO2. C'est bien cela? De producteur de CO2, oui, absolument. Producteur, oui, bien sûr. Et on n'en parle jamais, bien évidemment, parce qu'on ne parle toujours que de la partie exploitation, et on dit le vent ne produit pas de CO2, donc l'éolienne ne produit pas de CO2 pendant qu'elle fonctionne, ce qui est en partie vrai. Mais il ne faut pas non plus oublier que pendant l'exploitation, on produit de l'électricité, et cette électricité, il va falloir qu'elle rentre dans le réseau de production nationale. Donc il va falloir créer ce réseau. Donc on va à nouveau avoir besoin de machines qui vont nous produire les fils correspondants, de machines pour creuser les tranchées pour mettre ces fils, de machines pour entretenir tout ce matériel qui à nouveau va produire du CO2. C'est ce qu'on appelle l'effet induit dans cette production. Donc au bilan, lorsque vous faites le total de toutes ces productions de CO2 et puis que
parallèle l'économie que vous avez entre une production d'électricité éolienne par rapport à d'autres productions comme les productions au gaz, vous pouvez faire un bilan correspondant. Et aujourd'hui, les scientifiques considèrent que ce bilan, même en comparaison à des productions telles que le gaz ou des hydrocarbures, est largement discutable, voire même négatif. Si en plus vous comparez ça à une production d'électricité déjà décarbonée, comme c'est le cas en France avec notre production, eh bien vous constatez que le bilan CO2 des éoliennes est plus que contestable et vraiment à mettre sur la place publique et à s'interroger sur cette pertinence. Alors l'éolien, si j'écoute ce que vous dites, si je comprends, l'éolien est un réel faux ami de l'écologie, puisqu'en réalité, associé en particulier au gaz, il dégrade le bilan CO2 de la France. Il dégrade le bilan CO2 de la production d'électricité en France, oui. Merci Monsieur Virly, merci beaucoup de cet entretien et de votre regard précis et scientifique sur ce sujet de l'intermittence. Pour faire suite à l'entretien que nous venons d'avoir avec Jean-Marie Virly, je vais aborder rapidement 3 points particuliers en lien avec l'intermittence. En premier lieu, retenons qu'une puissance installée d'1 gigawatt, c'est environ 300 éoliennes, sachant qu'en France, nous avons 9000 éoliennes réparties à travers 1000 parcs. Ce point est important pour comprendre la suite de ce que je vais exposer. En premier lieu, le développement des énergies renouvelables intermittentes impacte le prix de l'électricité. C'est ce que nous allons voir ou non. Le CEREME, Cercle d'études des réalités écologiques du mix énergétique, a mené une étude économétrique, c'est-à-dire à comparer les coûts de l'énergie avec le développement de l'éolien. Ceci a mis en lumière l'existence d'une relation causale. 3 exemples participent à cette démonstration. En premier lieu, en Allemagne, une hausse du parc éolien d'1 gigawatt, soit 0,7% du parc, génère une hausse de prix de 0,37% de l'électricité à la consommation. Au Danemark, une hausse du parc éolien de 1 gigawatt, soit 15% de ce parc, génère une hausse de prix de 8,4%. En France, une hausse du parc éolien de 1 gigawatt, soit 4% du parc, génère une hausse de 2% du prix de l'électricité à la consommation. Ceci signifie que le projet gouvernemental actuel, qui vise à installer dans les 10 ans à venir plus de 10 gigawatts d'éolien terrestre, va raisonnablement amener à accroître les prix dans des proportions de 40% de plus du tarif de l'électricité d'aujourd'hui par rapport à celui qu'il sera dans les 10 ans à venir. Retenons donc que l'énergie est un choix politique, que des solutions retenues impactent bien sûr très différemment le prix. Le deuxième point, aujourd'hui, il faut savoir que l'électricité est très difficile à stocker avec les techniques disponibles. Seule l'utilisation de barrages hydrauliques aménagés à cet effet permet de compenser environ une dizaine de jours consécutifs sans vent. Les autres solutions de stockage qui existent sont au stade de la recherche et ne portent par ailleurs que sur des toutes petites quantités d'électricité, sur des durées courtes et à des coûts qui impactent énormément le prix de l'électricité. Bien sûr, avec un coût environnemental extrêmement élevé. Retenons sur ce point que l'électricité est une ressource qui ne se stocke pas. Un dernier point qu'il faut évoquer, c'est que la production française d'énergie est pilotée actuellement par l'État. Toutes les productions, sont intégrées dans le réseau, puis redistribuées aux consommateurs. Dès lors, la proximité d'un centre de production électrique, qu'il soit éolien ou nucléaire, ne signifie pas que votre énergie va provenir de cette unité de production. Sachant que l'électricité est un bien dont on ne peut pas tracer l'origine, les électrons se ressemblent tous, personne ne peut identifier l'origine de son électricité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la présence d'éoliennes dans votre paysage, si elle apporte des revenus, elle apporte aussi des nuisances, mais elle ne garantit en rien l'origine, entre guillemets, verte de votre électricité. Alors notre prochaine émission aura pour objet le droit arbitre-t-il les projets d'énergie renouvelable. En effet, nous aborderons la question de savoir si le développement des énergies renouvelables est-il ou non un long fleuve tranquille. Un certain regard, une émission au service de l'écologie et de la transition énergétique.
Un certain regard, émission présentée et animée par Christophe Normier.